Alexandre Lézé, bonjour et bienvenue sur BlockX. Alexandre, tu es manager blockchain et métaverse chez Accenture, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, merci Pierre et merci de me recevoir sur BlockX. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui. J'ai écouté quelques-uns de tes podcasts précédents et c'était très intéressant. Donc moi, c'est Alexandre Lézé, donc manager blockchain et métavers chez Accenture. Donc j'accompagne les grandes banques centrales et banques commerciales dans leur stratégie blockchain et métaverse et également tous les secteurs de la fonction finance dans leur stratégie d'implémentation d'innovation disruptive dans les actifs numériques et les monnaies numériques. Donc, avant de rejoindre Accenture, j'étais chez EY. Donc, j'ai eu la chance d'être dans le service stratégie financière et innovation technologique. Donc, j'ai fait plusieurs départements à l'intérieur d'EY. Et en fait, la constante, c'était l'accompagnement aussi des grandes multinationales dans leur stratégie à travers tous leurs flux financiers et leur business model et la manière aussi dont ils pouvaient appliquer les nouvelles technologies comme la data et l'IA dans leur stratégie et dans leur analyse de leurs données et dans toutes leurs opérations. Entre-temps, j'ai aussi fait un bootcamp en data science au Wagon. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et en fait, j'ai mené un projet au Wagon où on a appliqué en fait le machine learning et le deep learning aux données de la blockchain Bitcoin. Et donc, ça, c'était aussi une étape importante et qui m'a in fine mené à me concentrer dans le secteur de la blockchain en rejoignant Accenture, notamment avec euh, le fait que j'appréciais beaucoup la vision Accenture, de leur vision du métaverse et d'une vision qui n'est pas restrictive et qui permet de développer des innovations auxquelles on ne pense pas encore et qui permettent vraiment de sauter dans le futur et d'avoir vraiment de nouveaux services pour tous les acteurs de l'écosystème. Et voilà, je voulais quand même mentionner avant de continuer plus dans le détail et qu'on continue dans l'interview, que quand même mes propos aujourd'hui n'engagent que moi, voilà, je donne ma vision personnelle des choses et qu'il s'agit ni de conseils, voilà, ni de conseils financiers ni juridiques, voilà, juste une vision personnelle. Super, merci pour ton partage. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, avec Accenture, quels vont être vos clients et quels vont être vos types de prestations? Alors, le type de client, historiquement, donc on est une équipe globale avec dans le monde entier plus de 200 personnes qui travaillent dans la blockchain et le métaverse, et avec en plus une équipe globale spécifique au secteur financier et à l'infrastructure des marchés financiers et à toute l'innovation blockchain et DLT, donc Distributed Ledger Technology, donc euh, registre distribué, technologie de registre distribué spécifique au secteur financier et au monde de la finance. Mais notre équipe voilà, ne s'arrête pas là. On touche aussi au secteur de la supply chain, l'identité digitale et en fait tous les secteurs auxquels peuvent s'appliquer la blockchain et le métaverse, avec une approche historique sur le secteur financier et la finance, puisque c'est la blockchain, beaucoup de cas applicatifs dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est le focus historique sur l'aspect client. D'accord. Ouais, donc aujourd'hui, même si vous intervenez sur divers secteurs, l'espace financier quand même fait partie de vos clients Voilà, en principaux. fait, on intervient sur tous les secteurs, mais c'est vrai que à ce jour, la maturité du marché du côté finance se fait vraiment pressentir, et même quand c'est dans d'autres secteurs, ça va souvent toucher à des sujets financiers. Si on imagine par exemple des grandes entreprises du luxe qui souhaitent développer des NFT, il va y avoir aussi toute la partie conservation des actifs numériques, interaction avec la clientèle, transactions financières et même à l'intérieur du groupe après, comment on s'organise aussi d'un point de vue financier et d'un point de vue technologique. Et en fait, finalement, même si c'est initialement la fonction finance et l'innovation technologique de la blockchain, finalement, tout ça s'articule à chaque fois. Et c'est vrai que l'aspect financier permet de regrouper un peu tous les aspects de l'innovation technologique d'un point de vue effectivement finance. Ouais.
OK. Alors en France, justement, quels sont les enjeux aujourd'hui de la blockchain, vis-à-vis de ces, organismes financiers-là? Alors, beaucoup. En fait, je commencerai par faire un petit zoom out quand même, parce que c'est facile d'être distrait, notamment au vu des événements, précédents, sur le crash, dans cette année, qu'on a vécu, le crash de Luna, le crash de FTX et en fait, c'est facile d'être distrait par les accidents au bord de la route, et d'oublier en fait, les innovations fondamentales et les vagues inéluctables, de transformation qui sont devant nous et qui ont été développées grâce, au Web 3, et avant ça, le Web 1 et le Web 2. Bah, pour rappel, le Web 1, c'était la possibilité de lire l'information, le Web 2, c'était lire et participer et là, le Web 3, c'est lire, participer et détenir. Et détenir, bah, c'est un spectre très large et il y a différentes manières de le faire, de manière centralisée, de manière décentralisée. Et c'est vrai que la blockchain, est vraiment une pierre angulaire de ce futur, internet de la valeur, donc de l'internet de l'information à internet de la valeur. La blockchain est vraiment un élément essentiel, une brique fondamentale, qui va nous permettre de protéger, de détenir, de protéger et d'échanger, les actifs numériques, et les monnaies numériques, qui font notre quotidien. Et c'est là aussi où je voudrais dire, en fait, par rapport, à l'impact que ça a sur nos clients, en fait, c'est d'un point de vue que vient faire le métaverse, dans tout ça? En fait, il y a une vision restrictive, du métaverse. Ça peut être, de se dire que c'est que des jeux vidéo, c'est que des plateformes, peu évoluées, sur internet, où on a un avatar, des choses comme ça. Mais en réalité, on peut aller beaucoup plus loin. Il y a une autre vision à l'opposé, ça serait de dire que le métavers, c'est tout ce qui est plus ou moins du digital, et c'est un peu sommaire, comme définition. La définition, qu'on a chez Accenture, c'est plutôt en fait un continuum d'innovations technologiques qui viennent converger pour rendre la technologie plus humaine et l'humain plus, digital aussi. En fait, c'est toutes ces technologies de l'IA, de la data, des XR et finalement de la blockchain et du Web 3 viennent converger pour que, notre quotidien soit plus simple et plus facile et qu'on puisse mieux interagir avec les autres et par là, aussi, avoir accès à de nouveaux services, dont des services financiers. Et en tant que consommateur, en tant que retail, consommateur, avoir des nouveaux services, par exemple, auprès de sa banque, qui soient interopérables avec, toutes les technologies du Web 3, et toutes les crypto-monnaies et crypto-actifs qui émergent. Et aussi, en tant qu'entreprise, d'avoir la possibilité d'automatiser encore plus et d'intégrer encore plus toutes ces opérations grâce aux technologies de type blockchain et notamment les DLT, qui permettent en fait de tokeniser l'économie mondiale, en commençant par l'intérieur des entreprises et tous les processus financiers, juridiques, comptables, etc. OK, très clair. Parce que là, du coup, on a vraiment fait le focus sur blockchain et Mhm. métaverse. Toi, dans ton quotidien avec, tes équipes, c'est vraiment vous distinguez vraiment les 2 ou il y a un continuum d'implémentation, technologique blockchain, puis éventuellement de continuer, avec une immersion, globale dans un métaverse? Comment ça se passe? Ouais, super, super interrogation. En fait, ta question est très pertinente, parce qu'en fait, ça dépend du client. Ça dépend du client et ça dépend des besoins, soit par exemple, d'une banque centrale, des besoins d'une banque commerciale, des besoins d'un assureur, des besoins d'un département financier, d'un grand corporate. En fait, en fonction du besoin, et de l'opportunité aussi de marché qu'on peut analyser, on va identifier si on va plutôt utiliser, une technologie de type DLT, donc par exemple des acteurs comme, Corda, qui permettent, d'avoir des systèmes, finalement de registres distribués internes aux entreprises, qui permettent d'obtenir une blockchain adaptée aux besoins aussi de confidentialité,
et aux besoins de contrôle des grandes entreprises sur ce qui peut se passer à l'intérieur et des différents processus. Et ça va être particulièrement adapté pour des acteurs de l'infrastructure des marchés financiers qui veulent avoir le contrôle sur qui peut avoir accès à ce DLT, à ce registre distribué, et qui peut avoir, quels sont les droits et quelles sont toute l'organisation interne qui fait qu'on a le droit de voir telle information, qu'on a le droit de valider telle transaction. Et dans ce cas-là, quand il y a un besoin plus fort de contrôle, sur qui peut avoir accès en fait à, à la single source of truth, au DLT. Quand on a ce besoin-là, ce sera plutôt des acteurs comme Corda, Hyperledger. Et quand on a besoin d'un accès ouvert et quand on souhaite avoir une interaction native avec le Web3, là, on pourrait penser à des acteurs de technologie publique traditionnelle du Web3 et l'intégration avec des actifs numériques et des monnaies numériques euh, comme Bitcoin, Ethereum et tous les smart contracts et toutes les possibilités qui sont ouvertes à ce sujet-là. Et en fonction du client aussi, les possibilités ne sont pas exclusives. C'est possible que pour un type de besoin interne, on choisisse un DLT, et pour un type de besoin d'interaction avec les consommateurs, par exemple, je pense l'acceptation des paiements en crypto-monnaie. Effectivement, dans ce cas-là, on peut passer par des systèmes de paiement en blockchain public, que ce soit le Lightning Network avec Bitcoin ou encore Matic, Polygon avec Ethereum pour l'aspect scalabilité des transactions, ou des intermédiaires aussi. Il y a en fait en brique essentielle de beaucoup de solutions, il va y avoir tous les services de conservation d'actifs numériques. Et ça, c'est un pilier essentiel parce qu'en fait, la conservation d'actifs numériques pour, par exemple, un acteur bancaire, et on a eu des annonces récemment de la Société Générale, de la BNP, de Crédit Agricole, sur des partenariats avec des acteurs de l'écosystème de la custody, de la conservation d'actifs numériques. Et en fait, l'intégration de solutions de conservation d'actifs numériques permet ensuite d'offrir une palette de nouveaux services euh, à ses clients, qui ensuite permet aussi dans le futur d'intégrer des innovations qui auront lieu, comme par exemple les monnaies digitales de banque centrale, et aussi tout ce qui va arriver aussi en fait, dans l'Internet de la valeur avec les innovations dans le Web3 qui permettront aussi d'être en interopérabilité avec les solutions traditionnelles des marchés financiers. Yes, parce qu'effectivement, justement, tu le décrivais bien, il y a tout l'aspect interne, externe ou même intermédiaire. Oui. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant aussi de le souligner. Toutes les blockchains n'ont pas vocation à être publiques. Il y a énormément d'entreprises, d'organismes qui gagnent à instaurer, à implémenter des blockchains privées qui vont pouvoir moduler avec les spécificités qu'ils vont vouloir et qui va leur permettre de gagner en efficience, en efficacité dans les processus internes. Donc ça concerne, tu le confirmes, ça concerne aussi pas mal d'organismes aujourd'hui en France, quoi. Exactement, en fait, c'est quelque chose qui est évalué, il y a une recherche, il y a une volonté de voir ce qu'il est possible de faire avec la blockchain, qu'elle soit publique ou plus privée. Euh, et il y a des projets concrets aussi qui sont faits. Il y a eu une publication récente de la Bank of International Settlements avec la Banque de France, et c'était un projet qui était mené avec Accenture, où on a accompagné pour le développement de projets de monnaie numérique de banque centrale, en gros. Donc là, on sait par exemple en ce moment que la Banque centrale européenne aussi est en train d'étudier le sujet en profondeur. Et en fait, un des aspects fondamentaux aussi pour les acteurs euh, euh, du marché financier traditionnel, c'est de savoir comment ces innovations de monnaie numérique de banque centrale vont impacter leurs opérations et quels sont les nouveaux aussi business models qui pourront ressortir de ces innovations-là, et comment aussi, en tant que banque, être un intermédiaire de confiance
qui fasse le lien entre, les consommateurs, entre aussi les différentes entreprises et tout l'écosystème. Et en fait, ça soulève une question plus fondamentale, du type de service, qu'il est possible de développer. Parce que, bon, l'écosystème Web3 traditionnel, crypto Twitter et cetera, va forcément, mettre en avant l'importance, d'avoir sa self custody, d'être souverain. Donc en fait, il y a plusieurs modèles d'interaction avec le futur métavers. Il y a le modèle, de souveraineté individuelle, où on va pouvoir, interagir avec des actifs numériques, sans permission, tels que Bitcoin, tout un écosystème de services, financiers, qui tournent autour de manière décentralisée, et qui permettent de faire, des emprunts, des prêts, heu, entre particuliers, et entre aussi, pour les entreprises. Il y a cette partie-là, en fait, décentralisée, qui est une possibilité. Il y a aussi la partie, plus centralisée avec des acteurs non régulés. On a vu ce que ça a pu donner avec, FTX et ça a pu avoir l'avantage d'avoir une facilité d'usage, mais on a vu que, et c'était pas la première fois, c'est un rappel, il y a eu Mt. Gox aussi, dans les années 2010. Donc c'est quelque chose qui revient souvent. Et en fait, le risque, c'est un risque de contrepartie, et de fraude. Et une autre alternative, et aussi ce que peuvent oublier, beaucoup de personnes qui sont vraiment tous les jours dans le Web3, c'est qu'en fait, tout le monde n'a pas forcément, la connaissance nécessaire, ou la volonté, ou l'envie, d'avoir, ses propres clés privées, d'être dans le Web3, d'avoir son MetaMask, et cetera, et cetera. Hem et en fait, pour ces personnes-là, et pour démocratiser aussi l'accès, à ces nouveaux actifs digitaux, c'est important d'avoir, des institutions régulées, qui ont des armées d'avocats et d'auditeurs, pour vérifier que tout se passe bien, et en fait avoir un niveau de confiance pour les personnes, qui ne peuvent pas, gérer tous les jours eux-mêmes et être leur propre banque, au quotidien. Et même en fait pour les personnes qui souhaitent être leur propre banque au quotidien et souhaitent, avoir une souveraineté individuelle sur leurs actifs numériques, ce qui est assez fantastique puisque c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut, protéger de la valeur dans le temps et dans l'espace, sans recourir à la violence, à sa propre violence ou à la violence de l'État, mais uniquement à la cryptographie et à la décentralisation du proof of work ou proof of stake dans une mesure plus minime. Hem, mais en fait, même pour ces personnes-là, qui sont en fait les nouvelles générations qui entrent dans le Web3, les banques ont aussi intérêt à leur fournir des nouveaux types de services qui vont, permettre de faire le lien entre le monde du Web3 et les services bancaires traditionnels. Je pense par exemple à la génération de personnes qui ont accumulé des crypto-monnaies, ou des crypto-actifs pendant, ce bear market. Mais peut-être que pendant le prochain bull market, ils vont avoir envie d'acheter un appartement, ils vont avoir envie voilà, d'acheter, de nouveaux actifs dans le monde physique traditionnel. Et dans ce cas-là, ils vont peut-être se tourner à ce moment-là vers, leur banque traditionnelle, et s'il y a une possibilité et si la banque a vraiment investi dès maintenant dans le futur de ses services, ça va potentiellement ouvrir de nouvelles, clientèles pour les banques et de nouvelles possibilités, pour avoir par exemple, des Bitcoin backed loans, pour avoir, des services aussi de management, de la stratégie d'investissement, dans tous les secteurs liés, au Web3 et liés, plus ou moins en fait, à ces nouveaux actifs numériques. Donc ça serait voilà, en fait, dans une stratégie, si on imaginait une stratégie, à 1 an, ça serait de développer, si ce n'est pas déjà le cas, une stratégie pour une banque, par exemple, d'avoir un digital wallet, donc un portefeuille digital où, on pourrait, interagir avec à la fois le système traditionnel et le nouveau système, Web3, et autoriser aussi ou faciliter tous les paiements, avec ces nouveaux, actifs numériques. Ensuite, dans un horizon un petit peu plus, lointain, peut-être 2 à 3 ans,
avoir, en fait, des services financiers dans le monde bancaire traditionnel inspirés, de ce qui se passe dans la DeFi, ou interagissant avec, ce qui se passe dans la DeFi, et aussi mettre en place en parallèle tout un système, d'automatisation de processus grâce aux technologies de type DLT, à la fois à l'interne dans l'entreprise, mais aussi dans une approche d'écosystème pour, en fait, mettre en place une nouvelle architecture et en fait, des nouvelles fondations financières pour le monde de demain. Hem Et en fait, aussi à 5 ans, donc un peu plus loin, là, ça serait carrément de faciliter pour les institutions financières et les entreprises qui auront vraiment investi dès maintenant, dans le futur du métaverse. En fait, avoir pu avoir l'opportunité de définir ce que sera le métaverse de demain et les financial rails de demain, et donc avoir un commerce, international financé et facilité par ces nouveaux rails, en fait, financiers, d'architecture, qui permettront, en fait, d'accélérer, et de fournir plus de croissance pour, finalement, pour, à la fois les entreprises qui auront participé à la création, de cette architecture, mais aussi, pour l'économie mondiale de manière générale. OK, bah, tu prêches un convaincu. Moi, je pense qu'il y a rien de tout, c'est pas binaire, il y a rien de tout blanc, il y a rien de tout noir. Je pense que tout le monde n'a pas vocation, comme tu dis, à avoir ses clés privées, une Tout à fois que tu fait. as tes clés privées, bah, tu es ta propre banque, hein, donc enfin, voilà, faut que tu gères toute la responsabilité, qu'il y a derrière, hein. Moi, je vois bien même pour mes amis, c'est pas, une évidence pour tout le monde de, quitter, un organisme centralisé type Binance ou autre pour mettre son argent, sur la blockchain, vraiment directement sur la blockchain en se disant: «Bah, demain, il se passe quelque chose, on se retourne contre qui?» Je pense qu'il faut vraiment ouvrir un panel d'offres et de services, bah, pour être adapté à ce que la clientèle veut. Donc, OK. Mmh. Par rapport à la roadmap que tu as faite, hein, qui est très, très intéressante, les banques aujourd'hui, est-ce qu'elles sont conscientes de tout ça? Et en termes de rapidité, de mise en action des stratégies, est-ce que tu sens que c'est lent? J'imagine qu'il y a beaucoup d'inertie, ça c'est inévitable, mais est-ce que tu sens qu'ils sont prêts à relever le défi avec la vitesse d'innovation qui a démarré et qui est très rapide, quoi? En fait, je pense que, à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, on est loin de l'inertie, et de la lenteur. On est plutôt, dans une phase de build là, dès à présent. C'est-à-dire qu'il y a eu, une époque où effectivement on était dans la phase de recherche, la phase de proof of concept, voilà, de recherche des meilleurs business models, d'études de marché. Et c'est encore le cas, pour beaucoup d'acteurs puisque, dans chaque écosystème et chaque, acteur en fonction du secteur, en fonction, du business model, et en fonction des services fournis, heu, c'est pas forcément les mêmes enjeux, c'est pas forcément le même stade, d'évolution. Mais de manière générale, ce que je dirais, c'est qu'à ce stade, on est passé de la phase, de recherche, et de vision stratégique à la phase de construction. Et donc là, on voit tous les jours des nouvelles annonces, que ça soit, Visa, Mastercard, les banques qui se lancent dans le métaverse comme JP Morgan, hem, comme je disais tout à l'heure, les BNP, Société Générale, Crédit Agricole, qui commencent à s'investir dans le domaine, et ça fait des années bien sûr, mais là on voit qu'il y a eu une approche vraiment d'accélération et de construction de nouveaux services, de nouveaux modèles économiques, et c'est à ce stade-là qu'on est aujourd'hui, et en fait, ça va très vite quand même. C'est-à-dire que quand je disais, voilà, à 1 an, à 3 ans, en fait, c'est une approche même conservatrice. Ça pourrait aller même plus vite que ça. Et en fonction de l'acteur, il y a des étapes qui ont déjà été, passées. Donc, voilà, c'est l'état du marché à ce stade. C'est positif, comme nouvelle. C'est vrai Oui. que moi, je voyais plus ça Mmh. un petit peu plus lent. Tu as parlé des banques commerciales, je ne sais pas si tu as une tendance ou des informations concernant la Banque centrale européenne, par exemple, l'euro numérique ou la direction qu'ils souhaitent prendre ou des enjeux pour eux de la blockchain aujourd'hui? Mmh. Hem, donc en fait, ce que je dirais donc sur la Banque centrale européenne, ce qui est très intéressant, c'est que donc là, récemment, il me semble en septembre, la Banque centrale a publié, 4 acteurs avec lesquels, qu'elle avait sélectionnés pour travailler, de préférence, sur des plateformes front-end,
qui pourrait accueillir un euro digital. Et donc, il y a eu un petit tollé avec le fait qu'il y avait Amazon dans cette liste et le fait que d'un point de vue de souveraineté nationale, c'était peut-être pas adéquat, etc. Ma vision, c'est que un si la Banque centrale européenne souhaite avoir un euro digital, qui prenne toute sa place dans l'économie européenne et mondiale, en fait, et peut-être déjà dans un premier temps européenne, c'est important d'avoir, comme partenaire, des acteurs, que les consommateurs européens utilisent tous les jours. Et Amazon en fait partie. Et tu parlais d'inertie tout à l'heure. En fait, ce qui est important, c'est à la fois pour les banques centrales et pour les banques commerciales, de prendre le temps aussi d'identifier quels sont les requirements, quelles sont les contraintes, quels sont tous les enjeux économiques, de régulation et tous les enjeux sociétaux aussi. Euh, mais en tout cas, la vision que je peux avoir au niveau des monnaies numériques de banque centrale, de manière générale, c'est quand même qu'on a, en fait, en total, euh, plus de 80 banques centrales dans le monde, qui représentent plus de 90% du PIB mondial, en fait, euh, explorent et ont des projets pilotes et au quotidien travaillent, et notamment avec Accenture, sur le futur de la monnaie et son rôle dans la société et son interaction avec tous les services existants et la possibilité d'avoir, comme je disais tout à l'heure, l'interopérabilité avec aussi les nouveaux actifs numériques. Et c'est là que je parlerai aussi d'un deuxième point, c'est en fait pour les banques commerciales, par exemple, euh, l'importance d'étudier l'impact de tous ces actifs numériques et de tous les modèles économiques qui sont développés grâce à cela. Donc, c'est très varié parce qu'il y a à la fois les crypto-monnaies on peut aussi contester le fait que ce soit des crypto-monnaies, mais des crypto-actifs ou crypto-monnaies. Et dans ces crypto-monnaies-là, il y a différents types. Il y a ce qu'on peut aux US, ce qui serait qualifié aux US de commodity, ce qui serait qualifié de security. À l'intérieur, il y a aussi les stablecoins. Il y a les bank issued stablecoins, les non-bank issued stablecoins. Il y a des choses aussi un peu entre les deux. Et en fait, tous ces actifs numériques comportent tout un tas de services qui tournent autour et tout un tas de modèles économiques en fait qui peuvent être adaptés et qui impactent directement les services traditionnels, que ce soit les services bancaires ou les services d'assurance. Dans le domaine aussi de l'assurance, il y a énormément d'innovations qui sont en cours. Euh, mais quelque chose qui m'intéresse énormément et sur lequel je passe pas mal de temps, c'est en fait l'impact sur tous les paiements, que ce soit les paiements avec les consommateurs, les paiements à l'intérieur aussi de l'entreprise, et de manière générale aussi toute l'automatisation et la tokenisation possible des transactions internationales, que ce soit hors groupe et intra-groupe. Et il y a des possibilités inouïes dans ces domaines-là à la fois avec les blockchains de type public et les blockchains de type privé. Voilà. Ok, super, moi, c'est vachement intéressant. On va déjà arriver sur la fin de l'interview, Alexandre. Pour terminer, si tu pouvais donner allez, en une minute, qui quelle va être la place du métaverse dans les systèmes financiers demain? Qu'est-ce que ça va permettre de faire en termes de grosses innovations, si on se projette peut-être un peu plus loin par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Donc, en termes de métaverse, pour les banques, je vais prendre l'exemple des banques, il y a plein d'opportunités. Mais j'imagine que la banque, dans 5 ans, dans le métaverse, aura à la fois une présence physique, mais aussi une présence digitale et une présence dans plusieurs métavers. Aujourd'hui, il y a des initiatives de branches virtuelles dans le métaverse. Et donc, en fait, pour moi, c'est l'intégration entre ce qu'il est possible de faire de manière souveraine dans le Web3 avec les services financiers et les services, par exemple, de paiement dans le métavers et comment on fait pour avoir aussi des intermédiaires de confiance qui sont là pour s'assurer que on est dans un environnement sécure et que les transactions sont
opérer, de manière, conforme à la loi aussi, dans les différents pays, où elles existent. Et donc ça, il y a la partie, branche, bancaire, mais il y a aussi toute la partie qui est très intéressante de gestion de l'identité digitale, des consommateurs. Et là, les banques jouent un rôle, très important parce que, en fait, quand on fait des paiements, c'est beaucoup de données, aussi qui ressortent de ces modes de paiement. Avec les technologies, blockchain qui arrivent, et tout ce qui relève du zero knowledge, on peut imaginer des use cases très intéressants où on pourrait, identifier notre identité, soit auprès d'un organisme d'État ou auprès d'une banque et ensuite, prouver, notre identité auprès de différentes entreprises, mais, sans révéler, nos données. Donc, les consommateurs pourraient être propriétaires de leurs propres données d'une manière beaucoup plus forte. Et en fait, ce serait une approche qui mêlerait, un aspect de liberté économique grâce à ce qui est permis par le Web3, avec, une sécurité, et une conformité, qui est liée à l'activité traditionnelle, de nos banques, traditionnelles, et aussi avec, une souveraineté plus forte, de l'être humain et du citoyen sur, ces données et sur la valeur économique aussi, qu'il gagne et qu'il peut transférer dans le temps et dans l'espace, hem, dans un contexte de crise économique et d'inflation, qu'on connaît. Donc voilà, le rôle de la banque de demain, en fait, dans un métaverse, c'est à la fois une présence virtuelle, une présence, physique, mais qui s'intègre et qui est interopérable et aussi une banque qui est centrale, dans les futurs rails financiers et économiques, de l'économie de demain, qu'elle soit dans un métaverse ou dans un autre, et que surtout elle puisse faire le lien avec le monde physique, traditionnel. Voilà. OK, bah, c'est pas facile, hein, de s'imaginer le paysage, même déjà à l'échelle 5 ans, je pense que pas mal de Oui. choses auront changé. Et bah, je te remercie pour ton temps et ton partage, Alexandre, merci d'être venu et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup Pierre. À bientôt.